Quand tu as fait médecine, pourquoi tu as choisi pédiatrie? Quand j'ai fait mes cliniques, on m'a demandé ce que je voulais faire comme spécialité. J'ai dit certainement ni la pédiatrie ni l'obstétrique. C'était en fait les deux disciplines qu'on n'enseignait pas à la faculté jusqu'en 1968. Et en fait, quand j'ai fait mon service civil en Algérie, j'ai eu droit à un hôpital de la Brousse. Et là, on soignait tout, y compris les enfants. Et j'ai découvert tout d'un coup la richesse des enfants, qui ne se plaignent jamais, qui sont toujours en train de rigoler, qui font des farces. Et ça ne m'a donné qu'une envie, c'est de m'occuper d'eux. Comment était votre enfant à la naissance et comment les choses ont évolué? Il est né le lundi et il a dû commencer à convulser le samedi qui a suivi. Et comment elles étaient ces crises? C'était généralisé, c'était vraiment tout le corps. Oui. Et puis il se recroquevillait et ça saccadait comme ça. Et il devenait tout rouge. Ça saccadait vraiment. Il tachycardait. Et alors, il faisait ça des deux côtés, hein? Oui. Il a fait ça aussi avec ça se braque en avant ou ça se braque sur le côté et puis après ça retremble. Ah oui. Aussi. Si vous avez des vidéos de ces crises, ça serait l'idéal. Oui. Celle-ci, c'est la dernière, en espérant Merci. qu'on puisse capter. Et le bras droit aussi faisait pareil? Oui. Oui, on le voit hein, autour de la bouche. Ouais. Jusqu'à novembre 2017, elle n'avait rien eu. C'est là qu'est apparue son épilepsie. Elle a eu une première crise dans son sommeil. Toutes les crises qu'elle a eues étaient des crises nocturnes. Et son développement, il était normal? Pour l'instant, normal. Normal, voire même précoce. Et lors de ces crises, est-ce qu'elle perd connaissance? Oui. on voit très bien les secousses des yeux. Voilà, la fin de la crise. Elle est fatiguée après. Hein. Et pourquoi, après, tu as décidé d'aller vers la neurologie en pédiatrie? Je me suis rendu compte que personne ne voulait s'occuper de ces encéphalopathes, comme on disait. Donc j'ai voulu faire ça. Et très rapidement, je me suis rendu compte que derrière ce qui paraissait un peu repoussant au premier abord, on allait découvrir une richesse humaine, la capacité de séduire, la lumière de ces enfants qu'on appelait les fameux encéphalopathes. C'est quoi comme type de patient? Ah, la neurologie, il y a beaucoup de choses, hein, puisqu'il y a les maladies du cerveau, les maladies de la moelle, les maladies des muscles, les maladies des nerfs. Il y a des maladies aiguës, des maladies chroniques. Et puis, quand même, je veux dire, les troubles du développement, les troubles des apprentissages. Donc, c'est extrêmement varié. Mais ça vous éclaircit aussi sur comment ça marche. Et ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau. Il y a 3 types de crises. Il y a celle-ci, douce, qui se déclenche en chaîne. Ensuite, il y a la chute brutale, où il tombe d'un coup et où il se replie sur l'avant. Et ça dure longtemps? Bien 2 secondes. Mais ensuite, il a besoin de plus de temps pour se remettre. Il ne contrôle plus ses sphincters. Il se fait pipi et caca dessus. Il est probable que ce soit la conséquence d'une différence de développement entre les deux hémisphères.
Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait une malformation ou une lésion. Tu t'es spécialisé en épilepsie et du coup, tu voyages tout le temps. Mais c'est-à-dire l'épilepsie, c'est une maladie très fréquente. Mais des gens qui se sont spécialisés là-dedans sont finalement très peu nombreux, en particulier pour les enfants. Ce qui fait qu'il y a énormément de besoins à l'étranger, aussi bien en Europe qu'en dehors de l'Europe. Donc si je répondais à toutes les demandes, je serais à l'étranger 2 ou 3 fois par mois. Oui, là, c'est juste 1 fois et demie. La grossesse s'est déroulée normalement. L'accouchement aussi, elle est née à 38 semaines. Tout était normal pendant la période périnatale. Au niveau du développement psychomoteur, elle a été assez lente, aussi bien au niveau moteur qu'au niveau du langage. Elle a redoublé le CP et elle a quelqu'un qui l'aide en classe et aussi à la maison. Elle reçoit également un suivi psychologique à cause de peurs irrationnelles, de phobies. Ensuite, elle a eu une crise de convulsion hyperthermique classique à 2 ans. Et ensuite, elle a eu une autre crise à 6 ans. Son pédiatre lui a fait passer un examen pour la première fois à 10 ans. Elle a des absences épileptiques très fréquemment. Ah, c'est... Et maintenant, quelle est la fréquence des crises? La dernière fois, c'était il y a environ 1 mois et demi. Non, pas Je ne pense pas que ce soit une lésion. Non. La mère et la fille doivent comprendre que c'est bénin. Ça va disparaître avec le temps. L'épilepsie bénigne présente 2 pics de fréquence majeurs. Un à 4 ans et l'autre à 9 ans. Ce qui veut dire qu'elle se trouve au niveau du second pic. Mais ensuite, ce sera terminé. Oui, exactement, ça disparaîtra. Ce sera fini d'ici 2 ou 3 ans. Bien. Si, claro. Tu es bientôt guérie, Christina. Si. Ah. Ça fait beaucoup d'émotions, oui. Si. Bueno. Elle va guérir. Et Et ce n'est pas parce qu'elle présente un léger retard dans son développement que ce développement ne va jamais se faire. C'est juste qu'il est un peu plus lent que d'habitude. Tu es d'accord? Bueno. Qu'est-ce que vous avez comme outil et qu'est-ce qui a changé dans les outils pour soigner les enfants qui ont des problématiques neurologiques? Personne ne croyait qu'on pourrait un jour faire quelque chose. Et depuis, il y a eu une véritable révolution parce qu'on a eu l'imagerie, d'abord le scanner, ensuite l'IRM. Il n'y avait pas tout ça quand j'ai commencé. Et puis ensuite, on a eu la génétique. Et puis, il y a eu une amélioration également des enregistrements électroencéphalographiques, etc. Tout ça, ça a fait que la neurologie des enfants a complètement changé et a commencé à attirer beaucoup de monde. Mais pourquoi l'épilepsie? Parce que tu t'es quand même en plus concentré sur l'épilepsie, parce que je me suis rapidement rendu compte que quand j'étais en train d'apprendre les b.a.-ba de la neurologie, on nous interdisait de parler d'épilepsie du nourrisson. On ne parlait que de convulsions. Donc, dès que j'ai eu un peu d'argent, j'ai acheté une caméra, une deuxième caméra, parce qu'il fallait aussi filmer l'électroencéphalogramme, et puis un cadreur pour qu'on mette tout ça ensemble. Et c'est comme ça qu'on a pu filmer des enfants pendant les crises et découvrir qu'il y avait des crises qui venaient d'ici, d'autres qui venaient de là, etc. Et que finalement, c'était pas très différent des adultes. Sauf que le nourrisson, lui, évidemment, il ne peut pas parler, donc il ne peut pas raconter que... Mais quand il a les yeux qui font ça, on sait que ça vient exactement de la même région que le cerveau. Il faut comprendre que l'épilepsie peut altérer le développement du cerveau. Non pas en détruisant les neurones, comme ce qui est écrit partout. C'est
extrêmement rare que ce soit le cas, mais simplement en empêchant les réseaux de se former qui devraient permettre petit à petit de développer le langage, etc. Et c'est ça qui entraîne les désordres d'apprentissage, les désordres de communication qui peuvent aboutir à l'autisme. Il a donc eu un AVC à l'âge de 2 mois. À l'âge de 3 ans, il a commencé à faire des crises polymorphes. Comment était son développement avant la première crise? Avant la première crise, il présentait un retard de développement. Il avait une infirmité motrice cérébrale. C'est quoi les traitements qu'on a pour ce genre de... Au début, on n'avait que les traitements destinés à l'adulte. Et finalement, l'une des choses qu'on a découvert, c'est que il y a une relative spécificité de certains types de médicaments pour certains types d'épilepsie. Puis après, on a commencé à connaître le mécanisme intime. Et on sait qu'il y a plusieurs mécanismes, en tout cas 3 ou 4, qui sont totalement incompatibles les uns avec les autres. Ce qui fait qu'il est hors de question de trouver un médicament bon pour toutes les épilepsies. Mais encore faut-il arriver à identifier les caractéristiques de ces maladies distinctes, parce que le traitement, après, il va être différent. Faut-il arrêter brusquement ou progressivement? Vous pouvez arrêter le médicament d'emblée puisqu'il est toxique. On arrête tout de suite et on verra. Et on verra. Je ne comprends pas pourquoi on vous a donné tous ces médicaments. Il avait des crises encore et encore. On voulait améliorer. Pas fréquentes? Peu fréquentes, mais on voulait les arrêter complètement. C'est pour ça qu'on a rajouté encore un médicament. Parfois, il faut seulement augmenter la dose. Et non pas ajouter un autre médicament. En général, 1 ou 2 médicaments suffisent. Ça fait combien de temps que tu fais des recherches sur le syndrome de Bourneville? Le maladie de Bourneville, voilà, ça fait 5 ans qu'on a une piste, grâce à la thèse d'une de mes élèves. Ceci nous a conduit à trouver des chimistes qui seraient capables de nous fabriquer des molécules dérivées de ce qui existe dans le commerce. Eux nous ont fait un certain nombre de dérivés qu'on a testés avec différentes techniques pour arriver finalement à une molécule qu'on a récemment testée chez Animal et qui arrête complètement la maladie de Bourneville, de la souris. Non, ce qu'il faut, c'est faire la toxico pour savoir si elle est utilisable en clinique humaine. Ben, c'est dément, non? C'est plus que content. C'est plus que dément. Tout d'un coup, on a l'impression qu'effectivement, une maladie contre laquelle on s'est battu pendant 40 ans sans savoir par quel bout la prendre, tout d'un coup, il y a peut-être une solution qui se dégage. On ne peut pas imaginer un plus grand plaisir. Voir un enfant qui va mieux, c'est un des plus grands plaisirs du neuropédiatre. Nous allons ouvrir notre masterclass consacrée au problème d'épilepsie. Le modérateur de notre masterclass est le professeur Olivier Dulac. Vous avez dit que dans l'épilepsie partielle bénigne, si la qualité de vie de l'enfant n'est pas atteinte, on peut ne pas la traiter. Le patient fait une crise. Puis 6 mois plus tard, une autre crise. Puis 1 an après, encore une. Les livres vont vous dire qu'il faut traiter après la 3e crise. C'est de la folie, de la folie. C'est pourquoi vous dites qu'il faut écouter l'avis des parents, mais aussi celui de l'enfant. Et en général, vous demandez aux parents de l'enfant, pensez-vous qu'il faut lui donner un traitement? Et les parents vont vous dire oui. Mais le patient,
Il va vous dire non. Niet. Toi, tu écoutes beaucoup les parents et beaucoup les enfants pour faire un diagnostic. C'est 90%. 90% de l'information, elle vient de la description par les parents, des observations qu'ils ont faites. Et puis, lorsque les enfants savent s'exprimer, ce que eux-mêmes ressentent, bien entendu. Après, on va poser des questions ciblées pour essayer de préciser telle ou telle chose. Mais au départ, il faut écouter simplement. C'est pour ça que ce n'est pas du tout un interrogatoire. C'est simplement écouter. Ils t'impressionnent, ces parents, de temps en temps? Ah oui, ils m'impressionnent, oui. Pourquoi? Ils m'impressionnent par leur qualité d'observation, leur disponibilité, mais souvent ils sont aussi extrêmement fragilisés par l'émotion, puisque ça met en jeu finalement l'avenir de leur enfant. Hein. Tu as fait beaucoup d'annonces de diagnostics sur des maladies étiquetées ou non. Est-ce qu'il y a une bonne manière d'annoncer des pathologies graves aux parents? Souvent, quand on annonce un diagnostic, les parents reçoivent ça comme un coup sur la tête. Et l'explication qu'on peut donner après ne passe pas du tout. Ils n'en retiennent rien. Donc il est très important de leur faire reformuler ce qu'on a dit, de façon à s'assurer qu'ils ont compris. Et éventuellement, se mettre d'accord avec le médecin de famille ou quelqu'un d'autre qui s'occupe de l'enfant pour que cette information soit répétée, réexpliquée dans les jours qui suivent, au moment où les parents refont surface. Et c'est à ce moment-là que petit à petit, la confiance, d'une part, peut s'établir, et d'autre part, qu'ils vont pouvoir effectivement s'approprier la maladie. C'est très inhabituel. Un spasme à chaque seconde, c'est trop. Quand elle est en crise, elle fait comme ça. Elle fait des bruits. Elle a l'air de s'étouffer. Et à la fin de la crise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste rigide. Elle reste tonique. Ah, arrête, d'accord. À la fin de la crise? Oui. Ce que vous demandez la maman, c'est si vous aviez déjà traité des cas de CDKL5. Ah si. Et ils les ont guéris? Les crises ont disparu pour ces patients? Non. Non, pas pour tous. Parce qu'il n'y a qu'un seul patient qui a commencé son traitement avant l'âge de 1 an. Tous les autres patients ont commencé leur traitement beaucoup plus tard. On ne peut pas les guérir. De toute façon, c'est clair que beaucoup de maladies, on ne peut pas les guérir. Moi, je ne suis pas neurochirurgien qui va retirer une tumeur. Donc, on va accompagner le patient pendant la période où la maladie est active et éventuellement, elle va guérir spontanément au bout du temps. Où on va éventuellement essayer d'interférer avec le mécanisme de la maladie pour essayer de diminuer un peu son impact sur le développement et sur la qualité de la vie. Il y a des moments où on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, il y a toujours moyen de bricoler un peu le traitement et quelquefois ça va être extrêmement positif. Le da besitos en el pie. Anda, el pollito. ¿Dónde te quieres dar besito? ¿En la mano? ¿Sí? ¿En la mano? Sí. Da besitos a la mano. Y Irene quiere comerse el pollito y dice, y le da besito en la boquita. Elle a une infirmité motrice cérébrale, c'est-à-dire qu'elle a des lésions dans les voies motrices et de perception, en particulier visuelle. Quand un enfant a une difficulté comme celle-là, on sait très bien qu'il y a des lésions définitives et qui ne pourront pas être compensées. C'est un enfant qui n'aura jamais les performances d'un adulte bien portant. Donc il y a deux façons d'aborder ça. La façon qui est faite ici, qui est remarquable, qui consiste à dire cet enfant aura une difficulté, mais a néanmoins du potentiel. On va essayer de lui donner la possibilité de développer son potentiel. Et on l'aimera en tant qu'individu, différent des autres. Mais il ne faut surtout pas qu'on lui en demande plus qu'il ne peut faire.
Parce que si on lui demande plus qu'il ne peut faire, il sera en échec, il sera sans arrêt face à son échec. Et il n'y a rien de plus décourageant que d'être face à son échec. On donne certainement pas le meilleur de soi-même dans ce cas-là. Mais ça, c'est vrai de tous les enfants, y compris bien portants. Pourquoi est-ce que je voudrais que mon fils devienne musicien alors qu'en fait, il est plutôt visuel et son goût va vers le dessin? Il faut être suffisamment à l'écoute pour l'aider à développer ce qu'il est capable de faire et ce qu'il fait le mieux, de façon à ce qu'il soit heureux dans ce qu'il fait. Olivier Dulac est une des personnes qui m'a fait le plus de bien dans ma vie. Son humilité, sa bienveillance, sa curiosité pour la différence, son envie sans relâche d'apprendre, de progresser et de grandir malgré ses 2 mètres resteront un exemple pour m'aider à ne pas me replier sur moi-même, une maladie grave et en augmentation sur la planète. Un film aussi en hommage à ses parents, héros du quotidien, dont les enfants sont parfois différents. La méduse. Alors on va...